présentation du challenge, puisque les vidéos des années précédentes sont mises à votre disposition, que vous aurez bien évidemment l'article écrit qui est un support très précieux, tout particulièrement pour les nouveaux et les nouvelles participants. Et bonjour! Alors, bienvenue dans une vidéo spéciale et surprise, autant pour moi que pour vous. J'espère que le son va être pas si mal et la luminosité, puisque comme vous pouvez voir, ça va être changeant, ça va dépendre de... Voilà. Et il fait très beau aujourd'hui, donc les fenêtres sont ouvertes et il y a beaucoup de circulation près de chez moi, donc... Alors, j'ai décidé cette année de faire, c'est pour la première fois parce que je ne le fais pas habituellement, le fameux Pumpkin Autumn Challenge qui est propulsé par Guimauve Terrier. Je vais vous mettre en barre d'infos, en fait en description, le lien vers la vidéo. Elle fait ça depuis plusieurs années. C'est vraiment rendu comme une institution, autant que le Cold Winter Challenge. Puis j'ai décidé de le faire parce que, bon, évidemment, ça pleut en ce moment, les vidéos sur YouTube pour les présentations pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis en train de me tromper 850 fois. Mais c'est surtout parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à lire, comme vous pouvez voir. Puis, ben, je vais le voir un peu plus comme une pioche à lire. J'emprunte ici le terme que j'adore de mago-liseuse, dans le sens où je vais essayer de le faire. Si ça marche, tant mieux. Mais c'est comme plus un espèce de petit stimulant pour me motiver à lire ces livres-là qui me tentent, mais que je finis toujours par laisser dans mes étagères. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a un menu assez chargé, vous allez sans doute voir mon chat ici qui va intervenir plusieurs fois, on va partir avec les catégories. Ça se divise en 3 menus et il y a 4 sous-catégories. Donc, premier menu qui s'intitule Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Et là, j'avais un peu de misère à trouver des choses là-dedans. C'est moins des choses que j'ai à la maison. Mais je me suis basée sur classique. Vous allez voir, je me suis dirigée vers 2 classiques assez différents finalement. Donc, j'ai décidé de me plonger potentiellement dans 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig, dont on a beaucoup entendu parler. Et le titre dit tout, donc 24 heures dans la vie d'une femme. C'est un auteur que j'ai jamais lu encore, ou j'avais lu Le Joueur d'échecs dans l'adaptation bande dessinée, donc jamais lu. Et je voulais en lire un premier, donc voilà qui va s'inscrire. Et le second classique, c'est un classique de littérature américaine et c'est paru chez Deux, donc c'est Sudi de Sarah Flanagan, publié chez Deux ici. Et c'est un roman qui est paru en 1986 et ça va se passer à Linlow, aux États-Unis, une petite municipalité qui est très étroite d'esprit et au sein de laquelle Sudi, qui entretient une amitié secrète avec Simpson, donc un jeune garçon noir qui est vraiment détesté par les gens du village par ignorance, cruauté et racisme potentiellement. Donc, j'avais vraiment hâte, mais c'est une grosse brique, donc j'avais hâte de découvrir sans avoir, puis il y a quelques illustrations de Pierre Pratt à l'intérieur, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais évidemment que avec la motivation peut-être de faire cette sous-catégorie-là, on ne sait jamais, ça va peut-être me tenter un petit peu plus. Alors, sinon, deuxième sous-catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Alors, les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Pour cela, je me suis étrangement dirigée vers les mêmes mots-clés, ça a juste à donner comme ça, donc je vais tourner autour des mots-clés enquête et identité. Tout d'abord avec un livre de cette autrice que j'avais découvert dans son premier ouvrage qui s'appelait The Firekeeper's Daughter, donc c'est Angeline Boulet. Et c'est un deuxième tome qui, si je me souviens bien, se déroule dans la même communauté Anishinaabe, donc, ou c'est Ojibwe, est-ce que je mélange? Anishinaabe, ouais. Donc c'est ça ici, c'est Warrior Girl Unearthed.
donc de Angeline Boulet. Et on va retrouver ici Perry Firekeeper Birch, donc d'où le Firekeeper's Daughter. Et dans le fond, elle a une jumelle ou un jumeau, Perry, je sais pas, aucune idée. Donc, c'est un duo de jumeaux ou de jumelles. Et dans le fond, dans les jumeaux, c'est la personne qui est la plus retirée, un petit peu, pas timide, mais qui fait pas tant d'éclat et tout. Non, c'est ça? Non, au contraire. Excusez. Elle était connue pour être celle qui est fauteuse de troubles. Donc, la personne qui est fauteuse de troubles. Et dans le fond, est fière d'être comme ça, elle veut pas s'éloigner de sa communauté. Puis éventuellement, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir que sa famille va finir par être impliquée dans une enquête pour meurtre et qui va faire en sorte de faire ressortir une situation où le mystère de la disparition de plusieurs femmes des Premières Nations de cette communauté-là. Puis, dans le fond, Perry Firekeeper Birch va se trouver impliqué là-dedans. Voilà. Donc, vraiment hâte de retrouver cette plume-là d'Angeline Boulet. Et, vous voyez, pour enquête et identité, parce que c'est vraiment en lien avec qui elle est et qui elle est au sein de sa famille, qui elle est au sein de sa communauté. Donc, voilà. Sinon, ben, je vais lire le deuxième et dernier tome de Van Gogh, Un prince sans royaume. Donc là, on est définitivement sur une enquête, en fait, sur une enquête identitaire, parce que Van Gogh n'a jamais vraiment su exactement qui était et pourquoi les gens continuent à lui courir après. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler parce que c'est un tome 2, mais je ne voulais pas attendre trop avant de le lire parce que je ne voulais pas que ça commence à finalement faire tellement longtemps que je me souviens plus du 1. Déjà que je commence à être un petit peu plus vague, donc je décide de l'insérer tout de suite dans une catégorie. Ensuite, troisième sous-catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Donc, les mots-clés art, œuvre française, fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse. Donc, là, je suis allée avec 2 livres québécois. Donc, j'ai celui-ci qui est Morte Rose de Sarah Lalonde, que j'avais connu avec son Trash Anxieuse qui faisait un plongeon assez troublant dans l'éco-anxiété chez les jeunes. Dans celui-ci, c'est un livre qui va aborder le deuil. Donc, on va retrouver Zoé et qui apprend que sa grand-mère risque de mourir et qui vont partir tous les deux, en fait, dans une espèce de road trip un peu pour retrouver un peu des souvenirs, puis retrouver un petit peu... non, pas du tout ça. Un road trip où est-ce qu'ils vont essayer d'apprivoiser le fait que la grand-mère va peut-être mourir. Ils vont infiltrer des funérailles d'inconnus, prendre des notes, essayer de devenir des piques-cassettes dans des buffets. Bref, on voit que c'est une approche un peu de la mort à venir. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et sinon, donc ça, on est dans le mot-clé deuil, fatalité. Et dans l'autre, je suis allée avec le mot-clé fragment, parce que je voulais vraiment lire, puis je n'avais pas où le mettre. Et c'est le tout nouveau Naomi Fontaine, donc Eka Achaté ne flanche pas. Eka Achaté ne flanche pas, parce que c'est une, si j'ai bien compris, c'est une traduction. Donc, c'est que ça rassemble en fait des histoires, des mémoires d'aînés d'une communauté des Premières Nations. Puis dans le fond, on va en apprendre un peu plus sur un monde où les gens ont réussi à se bâtir quand même une réalité où il y a de l'espoir et de la tendresse malgré le fait qu'il y a eu tellement d'actes terribles, de trahison, de cruauté et tout ça. Donc, voilà. Et dernière sous-catégorie de ce menu, les songes maudits de Carmilla. Donc, mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Puis là, ben, je me suis fait plaisir parce que de toute façon, il faut bien que j'en ai des plus petits aussi. Je suis allée avec, vous allez voir, je suis allée avec gothique et manoir. Gothique, manoir, surnaturel, nuit. Donc, finalement, j'ai quand même pas mal des mots-clés là-dedans. Et je suis allée avec Goth Girl and the Ghost of a Mouse, donc de Chris Riddle. Et c'est dans le fond l'histoire de Ada Goth, qui est une jeune fille qui habite au manoir Ghastly Gorm avec son père et plein de serviteurs et au moins 6 fantômes. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'amis, puis elle n'a pas personne avec qui explorer son manoir, puis essayer d'apprendre à dealer avec les fantômes. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis on est avec les illustrations de Chris Riddle. Il y a des fois, il y a des doubles pages illustrées. Donc, jeunesse, mais gothique. Premier menu terminé. N'est-ce pas? Ensuite, oups, il faut que je demande à mon chat la permission de récupérer mon livre. Voilà. Merci.
Ensuite, le prochain menu, c'est Automne extraordinaire. Donc, première sous-catégorie, La bonne auberge de la pierre levée. Alors, c'est fantasy, quête, médiévale, jeu de rôle, donc vous êtes le héros, voyageur, musique. Moi, j'ai un peu focusé finalement sur fantasy, quête et voyageur. Et j'y suis allée avec un tome 2 encore une fois. Donc, je vais poursuivre ma lecture de Is Dark Material de Philippe Pullman, donc à la croisée des mondes. Le tome 2, c'est The Subtle Knife. Donc, on va suivre encore une fois la suite de The Golden Compass avec la fameuse Lyra et la fin qui était assez, je dirais, chamboulante et apocalyptique. Donc, je ne peux pas trop vous en dire, mais ça va être la suite de cette quête-là, évidemment. Puis j'imagine que ça va aller, puis on va découvrir le fonctionnement de cet univers qui allie évidemment la magie à des créatures fantastiques. Mais bon, bref, on est vraiment dans du fantasy cette fois-ci. Donc, celui-là, parce que je ne veux pas attendre trop non plus pour le lire. Puis là, je me suis permis, vous allez voir que je me mets des fois des mangas parce que je veux vraiment lire les mangas que j'avais achetés pour le Renard Doré. Puis on dirait que, je sais pas, ils sont beaux, j'ose jamais les lire. Puis là, ben, pourquoi pas. Donc, je les ai insérés en même temps dans la même catégorie. Donc, pour celui-ci, toujours publié chez le Renard Doré, j'ai un autre tome 2 de la série Planetarium Ghost Travel, qui est de Sakana Sakatsuki. Et dans celui-ci, dans le fond, on va suivre encore une fois les personnages du premier, qui on va suivre en fait 303, qui est un être qui se promène de planète en planète. Donc, on a vraiment une petite vibe Petit Prince. Mais il y a un peu un mystère aussi sur son origine. Donc, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier tome. Puis, c'est assez, voyons, épuré comme visuel. Puis, j'aime beaucoup. Donc, ça, je me le mets. Puis, évidemment, le mot-clé pour celui-là, c'était plus quête voyageur. Ensuite, on continue avec la seconde sous-catégorie qui s'intitule Chaudron, foudre et clair de lune, avec comme mots-clés famille fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour. Donc là, je vais y aller avec les mots-clés fantastique, magie et famille pour poursuivre encore une fois une série. Je travaille sur ça ici. Donc, pour poursuivre une série que j'ai commencé depuis vraiment longtemps, que j'avais adorée, que j'ai revu passer il n'y a pas longtemps, c'est chez... Je l'avais vu passer initialement chez Alex Bouquin en Prada, puis il n'y a pas longtemps qui leur sont en cadeau, je me souviens plus. C'est peut-être Margot Liseuse. Mais oui, Margot Liseuse, je crois, dans sa pioche d'automne, tant qu'elle l'a mis, je suis pas sûre. Oui. Et c'est Pages & Co. d'Anna James. Donc là, c'est le deuxième tome de la série Pages & Co. qui s'appelle The Lost Fairy Tales. Donc, Pages & Co., en gros, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. On va suivre Tilly, son meilleur ami Oscar, qui font partie d'un... Je ne vais pas trop vous le divulgacher parce que dans le fond, là, à partir du deuxième, on sait déjà qui ils sont, dans quel contexte. Mais disons que Tilly, elle habite avec ses grands-parents dans une librairie. Et sa mère a disparu quand elle était tout petite, puis elle n'a jamais trop su qu'est-ce qui s'était passé. Et éventuellement, un jour, lorsqu'elle a, je pense, 10-11 ans, elle va se rendre compte qu'elle voit des gens apparaître dans les rayons de la librairie. Puis finalement, rapidement, on va réaliser qu'en fait, c'est pas des gens, c'est des personnages de livres qu'elle est en train de lire. Elle va croiser comme Anne, la Maison Plion Vert, tout ça. Puis bon, ça va finir par ils vont finir par rentrer dans les livres. Mais elle va finir par se rendre compte que non seulement elle les voit, mais qu'elle peut aussi voyager dans les livres, dans certains cas. Le fait qu'elle arrive à réaliser ça, ça va ouvrir un grand pan dans qu'est-ce que cette librairie-là, finalement, qu'est-ce qu'est sa famille, est-ce qu'elle connaît vraiment sa famille, qu'est-ce qui pourrait s'être passé avec sa mère. Super fascinant, on est vraiment dans du fantastique jeunesse. C'est du fantastique parce que ça se passe quand même à Londres, dans une librairie avec des humains. Là. Il y a pas, c'est juste qu'il y a de la magie qui est présente, des éléments magiques dans le fond, qui sont présents, puis ils ne sont pas considérés comme normaux pour le restant du monde. Donc on est vraiment dans le fantastique. Et ensuite, troisième sous-catégorie, c'est le cercle de la Comté, T-H-E. Et cette fois-ci, les mots-clés sont vivre ensemble, fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité et empathie. Bon, là, je me suis vraiment gratté le fond de la tête. J'ai pas tant d'affaires sur ça. Mais bon, finalement, j'ai visé les mots gourmandise, vivre ensemble et d'une certaine manière réconfort, vous allez voir, parce que j'ai misé sur
Premièrement, un Cozy Mystery gourmand, donc qui est le premier tome d'une série que ça fait longtemps que je veux au moins avoir découvert. Ça fait longtemps qu'elle roule aussi. C'est Les Thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Celui-ci en traduction et premier tome, Chou à la crime. Quel jeu de mots palpitant. On est vraiment dans une formule qui ressemble énormément à la formule de Joanne Fluke, une jeune femme qui s'est ouverte cette fois-ci un salon de thé à Oxford, puis qui va trouver dans les premiers jours de l'ouverture de son salon de thé un cadavre qui semble venir juste de manger les scones qu'elle a fait. Puis là, pour pas que son truc ferme, son salon de thé ferme, elle va finir par se mêler de l'enquête pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a également l'idée d'un triangle amoureux, comme il y a vraiment dans Joanne Fluke. Mais bon, de ce qu'on m'a dit, c'est que c'était quand même, dans la mesure où c'est léger, puis disons, un divertissement, c'est intéressant parce que ça se passe à Oxford plutôt qu'aux États-Unis. Puis c'est un petit peu moins étiré peut-être le côté. Le Joanne Fluke est rendu, je pense, à comme 35 tomes. Là, fait que bon, je l'avais trouvé, je pense, en boîte à livres, je me souviens plus. Je voulais l'avoir. Donc celui-ci, ce serait donc Réconfort parce que Cozy Mystery et Gourmandise. Et le second, je vais y aller avec tout simplement Vivre ensemble. Et c'est un manga, encore une fois, publié chez Le Renard Doré. Et c'est celui-ci, Le Gardien des Étoiles, le tome 1. Et c'est de Isuzu Uemura. C'est un tome 1, tu vois, je pensais que c'était un one-shot, mais c'est un tome 1. Puis c'est dans le fond, on va retrouver, c'est l'histoire d'un grand-père et d'un jeune homme qui s'occupe d'un petit planétarium privé, donc qui est dans la nature. Puis ce duo-là, intergénérationnel, va ouvrir les portes de leur planétarium privé à diverses personnes à qui ils vont évidemment montrer comment lire le ciel, mais aussi que ça va faire en sorte qu'ils vont faire des échanges et apprendre à s'y retrouver plus dans le ciel de leur vie. Oui, je sais, c'est vraiment un jeu de mots de qualité. Donc, d'où le vivre ensemble. C'est un peu farfetch, je vous dirais. Vivre ensemble, réconfort, empathie. Bon, hein? Mais c'est un manga, puis je voulais vraiment le mettre donc en deuxième livre. Enfin, le dernier sous-menu de la dernière catégorie de cette dernière, je vais y arriver, la dernière sous-catégorie de ce menu, et c'est une latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc, c'est une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, donc une couverture marron beige. J'en avais plusieurs, mais là, il y en a un livre que je voulais, que ça fait super longtemps que j'ai, qui est une maison d'édition que j'ai vue se bâtir en France, qui, je sais que depuis, a patiné très fort, qui a besoin en fait beaucoup de soutien parce qu'elle a décidé de faire des choix au niveau commerciaux qui demandaient des gros investissements, puis que là, c'est encore dans la période où c'est plus compliqué, mais c'est leur deuxième ouvrage qui est sorti, donc aux éditions Hurlevent, et c'est La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka chez Éditions Hurlevent. Donc, on peut voir ici, on est sur le marron et le beige. Je pense que c'est clairement les couleurs. Et pour La Duchesse de Buckingham, ben, en fait, ça se passe en Angleterre en 1841. Et on va retrouver Helena Quincy, qui est une fille de comte, le comte de Winchester, qui a toujours vécu dans la ouate et qui va éventuellement, en fait, qui malgré qu'elle vit dans la ouate, finit toujours par s'échapper un peu puis parcourir la ville sans protection et qu'elle va finir par se faire ouvrir les yeux sur la réalité des ouvriers, puis qui n'est pas la sienne nécessairement. Puis en raison de ça, elle va finir par utiliser le pouvoir du fait que son père est un comte pour essayer influencer la reine Victoria pour essayer que les conditions s'améliorent. Parce que ça m'intéressait. Angleterre, royauté, pourquoi pas? Ça fait super longtemps que je lis. Je ne sais pas pourquoi je ne lis pas. C'est super aéré. Maintenant, il existe en livre numérique. Donc, voilà pour celui-ci. Et vous êtes prêts? C'est le dernier menu. J'essaie de ne pas faire tomber mes piles de livres. Alors, dernier menu. Automne rayonnant. Alors, première sous-catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Donc là, je me suis j'ai mis un livre que je voulais absolument être là, fait que j'ai un petit peu travaillé fort pour qu'il rentre, mais j'ai choisi émancipation et féminisme, et c'est pour celui-ci qui est obsolète de Sophie Loubière que j'ai ici en version poche. Et c'est une dystopie, si je me souviens bien. C'est dans un monde, ça se passe en 2224.
Et il y a eu un grand effondrement de la civilisation. Et depuis ce temps-là, les gens ont été obligés de s'adapter pour faire en sorte que les ressources soient suffisantes pour tout le monde. Et ça fait en sorte que après un certain temps, donc à partir de 50 ans, toutes les femmes de ce monde-là doivent quitter leur famille absolument, puis laisser la place aux autres qui sont en âge de procréer pour aller dans le domaine des hautes plaines. Puis là, on va suivre dans le fond Rachel, qui est une cinquantenaire, qui sait qu'il va devoir y aller, puis qui est prête à y aller, mais est-ce que toutes les autres de sa famille sont vraiment prêtes à ce qu'elle disparaisse? Et est-ce qu'elle connaît vraiment qu'est-ce qui se passe au fameux domaine des hautes plaines? Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, ça, c'est vraiment mon genre de livre. Donc, j'ai décidé de l'intégrer là-dedans, mais techniquement, il répond à deux des mots-clés. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est ma meilleure ennemie. Donc, soit un Enemies to Lovers, donc une romance. Steampunk, j'aurais vraiment aimé ça en mettre, j'en ai pas vraiment sur place. J'aurais pu mettre le deuxième tome de E.S. Green, donc Steam Sailor, mais je ne l'ai pas en livre. Donc, finalement, bon, je passais par le steampunk. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice. Il y a beaucoup de livres qui auraient pu aller là-dedans, évidemment, mais j'ai décidé d'y aller avec un livre que j'ai aussi acheté récemment, que ça fait super longtemps qu'il existe, que tout le monde a déjà lu, que moi, j'avais pas lu parce que j'avais peur un petit peu, mais que récemment, Sophie en a parlé, puis ça m'a donné le goût de me dire, parce que le deuxième tome, ce livre est arrivé, ça m'a donné le goût de me dire, bon, ben allez, essaie-toi. Et c'est vraiment un livre qui tourne autour de la dualité, et c'est The Girls I've Been de Tess Sharp, en français, qui est, je me souviens plus c'est quoi en français, je vais vous mettre la vignette. Mais dans le fond, on va retrouver une jeune femme qui a toujours été une jeune fille à plusieurs personnalités parce que sa mère l'a comme un peu entraînée à changer de personnalité pour arriver à ses fins. Et on va la retrouver alors que cette fois-là, elle est supposément, elle incarne une personne, une jeune femme normale, Nora, qui a une vie sans histoire, mais elle va se retrouver dans est en train de faire un hold-up dans une banque et que certaines de ses actions vont avoir eu un impact sur les autres des malfaiteurs. Si je me souviens bien, c'est un roman sur la dualité, mais c'est aussi tout ce qui est le lien à des adultes qui font un peu comme, pas abuser, mais oui, abuser un petit peu de la jeunesse. Mais surtout que je pense qu'on est devant un narrateur sur lequel on n'est pas sûr qu'on peut se fier. Donc, voilà pour le livre. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Alors, les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Donc là, j'ai accroché à solarpunk parce que vous allez comprendre pourquoi, mais tu sais, j'aurais pu mettre plein d'autres choses aussi dans les autres mots-clés étaient assez dans mes tales, disons. Pour solarpunk, de ce que j'ai compris, c'est un terme qui est assez nouveau et c'est exactement ce qui décrit l'univers que propose Becky Chambers. Et comme c'est une autrice que j'ai adorée, ben j'ai décidé de poursuivre encore une fois une série. Oui, oui. Félicitations. Et je vais y aller avec le tome 2 de la série Wayfarer, donc A Closed and Common Orbit, donc de Becky Chambers. Et on va, si je me souviens bien, retrouver l'équipage du Wayfarer, qui était un vaisseau tunnelier qui travaille dans l'espace en une époque où il y a clairement des gens qui habitent partout à travers la galaxie, puis où on allait suivre, dans le fond, une humaine qui a fini par se ramasser sur un vaisseau qui est multi-espèces, plusieurs espèces qui se rencontrent là, et qui accepte une mission super lucrative mais très dangereuse d'être ceux qui creusent des tunnels dans l'univers pour que les gens puissent passer entre les différentes temporalités ou galaxies et tout ça. Puis, ben, c'est clairement, il y a de l'action, il y a des mystères, mais c'est surtout comme on apprend à découvrir les personnages, à comprendre comment ils vivent. C'est super intéressant. C'est comme bienveillant, mais en même temps, il se passe quand même beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup son écriture, donc bien excitée de poursuivre avec Becky Chambers. Et enfin, la dernière sous-catégorie du dernier menu, c'est rester tout le temps avec Brindille. Alors, les mots-clés sont BD, amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse. Là, j'ai un peu étiré la sauce, je vous dirais. Mais pour le premier, je l'ai, mais c'est un manga, mais le deuxième, j'ai étiré la sauce parce que je voulais absolument le mettre dans ma pièce à lire de l'automne. Donc, pour le premier, j'ai misé sur Animaux et c'est le premier tome de la série Louve. Donc, encore une fois, chez Le Renard Doré.
de Miyako Miya. Et on va trouver, en fait, ici, on va suivre un frère et une sœur qui ont certaines différences par rapport au commun des mortels qui ont été indiqués à l'arrière. Ce sont des bergers, puis ils essayent d'avoir une vie tranquille, loin de tous ceux qui les rejettent. Parce que, en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que la sœur du jeune berger a un physique de louve. Donc, même s'ils sont des bergers, et c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Donc, voilà, on est ici ce qu'on appelle une fable autour de l'acceptation de la différence. C'est un peu plus chargé que les autres auxquels je suis habituée dans le renard doré, mais j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc, celui-là répond vraiment à... J'avais mis le mot-clé animaux. J'ai fermé mon livre trop vite. J'étais comme tellement excitée d'arriver à la fin. C'est pas que j'aime pas ça, c'est parce que je voulais pas que ça vous dure 45 minutes. J'avais mis animaux et aventurière, parce que dans le fond, ils sont partis ensemble, en fait, à l'aventure pour trouver un endroit où ils se sentiraient bien pour vivre. Et enfin, c'est celui-là que j'ai vraiment étiré la catégorie. Donc, c'est celui-ci que j'ai misé sur changement jeunesse, même si c'est pas exactement jeunesse. C'est un livre jeunesse, mais c'est pas exactement la jeunesse. Mais c'est celui-ci que j'aimerais vraiment beaucoup lire cet automne, qui s'appelle Devenir Agatha Christie, donc qui est un roman biographique de Natasha Henry et qui s'attache à la période où la jeune Agatha Christie est adolescente, puis en fait, il va arriver la Première Guerre mondiale. Puis même si elle avait des projets, mais ça va venir un peu bousculer ses projets. Puis elle va se ramasser à travailler, dans le fond, dans un hôpital, particulièrement dans la pharmacie, donc où elle va apprendre à comprendre tous les médicaments, les substances, à quel point ils ont des effets. Puis c'est ce qui va donner une grande connaissance des poisons, puis qui va bien entendu avoir un grand impact sur la suite des choses pour sa carrière. Et dans celui-là, bien évidemment, on met de l'avant le fait que le moment où sa sœur va lui lancer le pari d'écrire un livre, ça c'est un vrai fait. Puis c'est comme ça qu'elle va avoir fait le premier roman d'Agatha Christie. Agatha Christie va l'avoir fait pour répondre à un défi. Et donc c'est ça. Donc je me lance là-dedans. Pourquoi changement? Parce que elle avait une vie qui semblait peut-être contrôlée. Il y a eu la Première Guerre qui a créé vraiment plein de changements. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle, ça a créé un grand changement dans sa vie parce qu'elle a acquis des connaissances. Puis ça coïncidait avec un moment où elle s'est fait dire pas game d'écrire un roman, puis elle essaie de se lancer là-dedans, puis après ça, bien évidemment que sa vie n'aura jamais été la même après. Alors voilà pour ma pioche à lire de l'automne / Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est un peu un marathon, j'ai dû pas aller trop vite, mais bon, c'est la vie. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire s'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lus, que ça vous donne envie de lire, qu'est-ce que vous lisez, vous, cet automne. Ça va me faire plaisir de pouvoir découvrir ça en commentaire avec vous. Puis, ben voilà, d'ici à ce qu'on se revoit, nous autres, pour notre rendez-vous hebdomadaire, ben, j'espère que vous avez des superbes lectures. Et puis, on se dit à la prochaine!